Bonjour à tous et bienvenue à la conférence régionale Viticulture Bio 2024. À l'heure où les vendanges se terminent et où les viticulteurs planifient leur stratégie de fertilisation et d'amendement, nous avons choisi de vous présenter différentes interventions sur la fertilité des sols. Chaque année, le comité technique régional viticulture bio définit le thème de la conférence régionale en fonction de l'actualité et des besoins de la filière. Cette année, donc en 2024, nous avons souhaité mettre à l'honneur le sol qui, au-delà de son rôle de support de production, est un milieu vivant dont l'équilibre est parfois fragile et notamment en contexte de changement climatique. Donc cette conférence d'aujourd'hui s'adresse à l'ensemble des acteurs de la filière concernés par l'enjeu de la fertilité des sols. En effet, les chambres d'agriculture travaillent auprès des viticulteurs, mais aussi des acteurs de l'expérimentation, de la recherche et de l'enseignement pour améliorer d'une part le transfert de connaissances auprès des viticulteurs, mais aussi pour favoriser l'interconnexion entre la production agricole, le conseil, l'expérimentation et la recherche. Cette diversité d'acteurs se retrouve dans le choix des intervenants de la conférence d'aujourd'hui. Et ces intervenants ont eu la gentillesse d'accepter notre proposition et nous les remercions aujourd'hui d'être présents parmi nous. Donc, nous serons trois à animer ce webinaire. Emma Caro, qui est agronome et référente régionale sur la viticulture bio en Occitanie depuis 10 ans bientôt. Pierre Mallier, mon collègue de la Chambre régionale et qui est donc pédologue. Et moi-même, donc Marie Dargeau, et moi, je suis dans la coordination et l'animation de projet. Je vous projette, vous devez voir normalement le programme de cette conférence qui se fait donc en deux parties. La première partie qui a lieu aujourd'hui avec donc pour commencer Clara Olette de la Chambre d'agriculture de l'Hérault qui est chargée de mission sol et matières organiques qui nous expliquera l'importance de comprendre son sol pour entretenir sa fertilité. Dans un second temps, c'est Tiffaine Chevalier, donc, qui est chercheur à l'Institut de la recherche pour le développement à Montpellier, qui se focalisera sur le rôle de la matière organique dans la fertilité des sols. Dans un troisième temps, vous voyez sur le programme donc Nicolas Dubreuil, qui est animateur technique au CIVAM Bio des Pyrénées-Orientales, qui complétera donc l'intervention précédente en nous présentant un exemple de matière organique, le biochar. Puis le dernier intervenant est M. Jérôme Corté, donc professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier, qui nous parlera de l'importance de la biodiversité dans la structuration du sol. Et enfin, nous consacrerons un temps pour répondre à vos questions. Et Pierre Mallier, mon collègue, nous proposera un mot de conclusion. Voilà pour le programme. Merci Marie. Je vais enchaîner avec quelques éléments pour le bon fonctionnement de cette conférence, de ce webinaire et de l'outil Teams que nous sommes en train d'utiliser. Première information, concernant les questions que vous aimeriez poser à nos intervenants à l'issue de leur présentation, vous avez un onglet qui s'appelle Questions et réponses noté Q&R en haut de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et rédiger vos questions au fur et à mesure des interventions. Et à l'issue des 4 interventions, avec Pierre, nous ferons notre maximum pour regrouper ces questions par thématique et les reformuler aux intervenants qui y répondront oralement. Seconde information pratico-pratique, cette conférence est enregistrée et à l'issue des 2 webinaires, c'est-à-dire pas à l'issue de ce webinaire-là, mais à l'issue du deuxième qui correspond à la deuxième partie de la conférence jeudi prochain, vous recevrez tous un mail avec dans ce mail plusieurs choses. La première, tout ce qui est support de présentation de nos intervenants, un PDF, mais vous recevrez également les liens vers les replays qui auront été enregistrés aujourd'hui et jeudi prochain. Vous pourrez également retrouver la totalité des éléments correspondant à cette conférence sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Avant de donner la parole à notre première intervenante, sachez que vous êtes tout pile 250 à vous être inscrits à cette conférence sur la fertilité des sols. Et pour en savoir un petit peu plus sur les personnes qui sont actuellement connectées, on va vous proposer 2 petites questions qui vont apparaître sur votre écran.
Donc, la première question que vous voyez apparaître correspond à votre territoire. Je vous laisse y répondre. Et vous avez ensuite une petite flèche qui vous emmène vers la deuxième question qui, cette fois, concerne votre activité. Et là aussi, je vous laisse y répondre et cliquer sur « Envoyer ». Et vous allez voir apparaître vos réponses au fur et à mesure qui sont en train de s'enregistrer. Et donc, on peut apercevoir typiquement au niveau du territoire, donc on a nombreux participants d'Occitanie, mais quand même une partie non négligeable, 29% hors Occitanie, qui tend même à augmenter. On a des départements bien représentés, je pense notamment à l'Hérault avec 25%. Et concernant les activités, on a plusieurs profils représentés, des conseillers, des animateurs, des agriculteurs évidemment, et des personnes de l'expérimentation et de la recherche, et puis d'autres profils forcément. Merci pour ce retour. Et je vais pouvoir introduire notre première intervenante, qui est Clara Hollette, qui est chargée de mission sol et matière organique à la Chambre d'agriculture de l'Hérault, et qui va en fait introduire cette conférence en nous rappelant à quel point il est important de comprendre son sol pour pouvoir espérer en entretenir sa fertilité. Et à toi, Clara, je te laisse partager ton écran. C'est parfait, tu peux y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Clara Olaïs, chargée de mission sol et matières organiques à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Donc, je vais introduire cette série de webinaires par des notions un peu de base et surtout sur la nécessité de bien comprendre son sol pour ensuite entretenir sa fertilité avec les pratiques adaptées. Donc, un petit rappel sur ce qu'est la fertilité d'un sol. Donc, elle peut se schématiser sous forme de 3 compartiments. Un compartiment physique d'abord qui va être représenté par la texture du sol, donc à savoir la proportion d'argile, de limon et de sable de notre sol. Sa structure également, donc comment se placent les agrégats entre eux, et la pyrrhosité. On a également un compartiment chimique avec des indicateurs tels que le pH du sol, les éléments nutritifs ou le taux de carbonate. Et puis, on a un compartiment organique qui comprend la matière organique vivante, donc toute la faune du sol, mais également des matières organiques mortes qui vont directement nourrir la MO vivante ou bien se mettre dans le réservoir de matière organique de notre sol. Ce qui est important à retenir dans cette notion de fertilité, c'est vraiment que ces 3 compartiments sont interdépendants et que donc, quand il y en a un qui va être déséquilibré, ça va impacter les 2 autres et donc jouer sur la fertilité globale. Mais à contrario, quand on va avoir une pratique vertueuse sur notre sol, à destination de un des compartiments, ça va également bénéficier aux 2 autres. Donc, la base pour piloter cette fertilité de notre sol, c'est de bien connaître son sol, puisque en fonction des sols, on va pas avoir les mêmes potentialités de fertilité. La première chose à avoir en tête, c'est comment se compose un sol de manière générale. Donc, on peut voir qu'on a 50% de notre sol qui est en phase solide et les 50 autres pourcents sont des porosités. Dans la phase solide, largement représentée, ce sont les constituants minéraux. Donc ça, en fait, ça va être votre terre fine. Donc, comme je le disais, la proportion de sable, de limon et d'argile, et également les éléments grossiers. Cette partie-là, elle est en fait héritée de l'altération de la roche-mère qui se trouve sous votre sol, et donc elle va pas changer dans le temps. On va pas pouvoir l'impacter. Donc l'idée, c'est de bien la connaître et de s'adapter en fonction de ce qu'on a. Puis, on a les 5 petits pourcents organiques qui complètent cette phase solide. Et donc, sur cette partie organique, là, par contre, on va pouvoir avoir un effet dessus à notre échelle, à l'échelle humaine, via nos pratiques. Et c'est vraiment sur ce pool-là qu'on va chercher à avoir une marge de progrès. Ces 2 parties solides donc, vont directement impacter les porosités, qui sont finalement les petits trous macro et micro présents dans notre sol, et qui vont pouvoir faire circuler la phase liquide du sol, donc l'eau,
et également l'air qui va permettre aux racines et aux micro-organismes de respirer. Donc, quels sont les indicateurs maintenant que l'on a dans notre boîte à outils pour connaître notre sol? Donc, je dirais que le point de départ, puisqu'on l'a vu, ça représente une grosse partie de notre sol, ça va être la texture. Donc, par texture, on entend du coup les proportions d'argile, de limon et de sable qui vont composer la terre fine. Et quand on est sur des particules supérieures à 2 mm, on rentre dans la catégorie éléments grossiers, donc gravier et cailloux. Cette texture, plusieurs moyens de la caractériser. Sur le terrain, de manière rapide, on peut effectuer le fameux test du boudin. Donc, rapidement, on prend un échantillon de notre terre. On peut d'abord la faire s'effriter à notre oreille et écouter s'il y a un crissement. À ce moment-là, ça signifie qu'il y a une présence de sable. Ensuite, on fait une boule dans notre main, on l'humidifie un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, sinon ça fausse le test. Si on arrive à faire un boudin en la roulant dans notre main, on peut dire qu'il y a au moins 10% d'argile. Si on arrive à relier les deux extrémités de notre boudin pour faire un anneau, alors on peut penser qu'on a plus de 30% d'argile. Et si on a un effet doux, un peu talc sur les doigts, ça c'est synonyme de présence de limon. Donc ça, c'est pour aller vite et prospecter le plus de parcelles. Autrement, on a l'analyse physico-chimique qui est beaucoup plus précise et qui va vous donner les pourcentages de chaque fraction et qui permet d'avoir à la fin le nom d'une texture. Gros point de vigilance sur ce qu'on peut observer en surface et en profondeur, qui n'est souvent pas représentatif, et pour autant, la culture va, elle, prospecter sur tout le profil. Donc, c'est très important de pouvoir caractériser l'ensemble. Souvent, on se retrouve avec différentes textures, plus en profondeur, ou des problèmes structuraux. Par exemple, sur cette parcelle, on avait en surface une croûte de battance synonyme de limon, avec une structure très très friable. Et en fait, en faisant une fausse pédologique, on s'est rendu compte qu'à 60 cm, on arrivait sur une couche très argileuse, très lourde, très compacte, où les racines ne pénétraient plus. Et donc là, on se retrouve à vraiment deux textures différentes qui n'auront pas les mêmes modes de gestion. Donc, important d'aller voir ce qui se passe en profondeur. Donc, une fois qu'on connaît notre texture et donc la nature héréditaire de notre sol, on va pouvoir faire un lien avec son potentiel fertile. Ça va se traduire par notre fameux complexe argilo-humique. Donc, pour rappel, le complexe argilo-humique, c'est un peu comme une boîte qui est construite par, d'une part, les particules d'humus, donc c'est des particules très très fines de matière organique qui sont stables, qui vont se lier au feuillet d'argile, donc argile directement liée à la texture de notre sol. Et grâce à cette boîte, on va pouvoir emmagasiner des cations qui sont les éléments nutritifs qui seront utiles à la nutrition de la plante. Et donc, Pascal Boivin, un agronome suisse, a donné un chiffre qui permet de caractériser de manière assez théorique la bonne structuration de son complexe argilo-humique. Donc, grosso modo, on prend notre taux de matière organique qui est donné par l'analyse, on le divise par notre pourcentage d'argile, ça va nous donner un pourcentage. Si ce pourcentage est autour de 17, alors on peut considérer, selon ces travaux, que la structure de notre complexe argilo-humique est optimale. Donc, si on fait un test avec différents pourcentages d'argile, un sol avec 20% d'argile, il lui faudrait de manière optimale 1,7% de matière organique pour le structurer. Et par contre, un sol avec 30% d'argile, on arrive très vite à 5% de matière organique. Donc, c'est clairement très peu réalisable, d'autant plus dans nos contextes pédoclimatiques. Mais ce qu'il faut retenir, qu'il faut garder en tête, c'est que plus vous aurez d'argile dans votre texture, plus vous aurez besoin d'amener de la matière organique et d'avoir un pool solide de matière organique pour structurer votre complexe argilo-humique qui lui-même va avoir une influence sur plein de facteurs, notamment la structure du sol, les porosités et la vie du sol, puisque tous les compartiments sont liés. Un autre indicateur qui peut nous donner une info sur notre taille de complexe argilo-humique, c'est la CEC,
capacité d'échange cationique, donc elle aussi, elle est souvent présente sur les analyses de sol. Et elle va nous donner une indication sur la taille de notre réservoir nutritif. Et elle est directement liée au taux d'argile également. Donc plus la CEC est élevée, plus le sol a un potentiel de fort complexe argilo-humique puisqu'il sera riche en argile et inversement pour des sols à tendance sableuse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la nature de notre sol, ce dont on hérite, ça va un peu déterminer le potentiel de notre sol via notamment la taille du complexe argilo-humique. Mais nos pratiques, elles, vont exploiter ou non ce potentiel. Donc, c'est-à-dire qu'un sol, le sol B, qui serait un sol sableux avec un faible potentiel théorique, si on a des pratiques adaptées pour ce sol et qu'on met des choses en œuvre, et ben finalement, il pourra avoir un meilleur niveau de santé qu'un sol A qui a de base, lui, un très bon potentiel, mais qui est pas bien exploité. Donc, pour conclure, entretenir sa fertilité, c'est premièrement connaître le potentiel de son sol, donc notamment via sa nature héréditaire, mais aussi en regardant bien sur toute la profondeur. Deuxièmement, faire un état des lieux actuel de son sol, donc quelle est la santé de mon sol actuellement, de quoi je pars. Donc pour ça, il est très intéressant de faire une fosse pédologique qui va permettre d'identifier d'éventuels problèmes structuraux et de voir les différents horizons de notre sol. Une analyse physico-chimique classique et il est très intéressant de rajouter, quand on le peut, le fractionnement de la matière organique. Ça va nous donner beaucoup d'indications pour les pratiques à mettre en œuvre ensuite, si on a plutôt besoin de matière organique facilement dégradable ou plutôt stable. Et également des mesures de minéralisation de biomasse microbienne qui, elles, vont nous donner des indications plutôt sur est-ce que j'ai de la vie dans mon sol et est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle est efficace. Ensuite, bien sûr, on va prendre en compte l'exigence de la culture, puisque selon nos objectifs de rendement, on ne va pas chercher à atteindre les mêmes objectifs. Et puis finalement, donc on va se fixer du coup un objectif personnalisé et mettre en place des pratiques adaptées, évidemment avec les moyens économiques et sociaux que l'on possède sur chaque exploitation. Voilà, merci pour votre écoute et pour cette introduction. Merci beaucoup Clara pour cette introduction qui nous rappelle à la fois que la fertilité d'un sol passe inévitablement par le bon fonctionnement à la fois physique, chimique et biologique et que même si on a une part héréditaire de notre sol, on a aussi une influence en partie de nos pratiques. Et nous allons pouvoir passer à la deuxième intervention. Mais avant ça, je vous propose de nouveau une petite question qui va apparaître sur votre écran d'ordinateur. Et cette fois, une question plutôt technique qui va concerner la matière organique. Donc, elle apparaît. La matière organique, selon vous, augmente-t-elle la résilience de nos sols face au changement climatique? Et nous vous laissons répondre oui ou non. Voyez les réponses des participants qui apparaissent. Donc, très largement un oui. Et nous allons en fait développer la réponse à cette question avec l'intervention de Tiffaine immédiatement, qui est en train de projeter son écran d'ordinateur. Tiffaine, qui est chercheuse à l'IRD, Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Et à vous, Tiffaine. Bien, merci beaucoup Emma. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chercheuse à l'IRD dans une UMR qui s'appelle Eco et Sol ici à Montpellier. Et donc on va parler de matière organique. Donc on va d'abord voir qu'est-ce qu'on appelle la matière organique d'un sol, quelles sont les fonctions et les services liés à cette matière organique. Donc Clara nous en a un petit peu parlé. Et puis qu'est-ce que c'est que d'avoir une bonne teneur en carbone organique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la matière organique? Donc, je pense que vous le savez tous. En fait, la matière organique, c'est effectivement les 5 petits pourcents dont a parlé Clara tout à l'heure.
de la phase solide d'un sol et en fait, c'est tout ce qui a été vivant un jour et qui peut l'être encore un peu et qui se retrouve dans les sols. Donc, c'est des débris de plantes, de la litière, beaucoup de racines si on va en profondeur dans le sol, mais aussi des déjections animales et puis tout ce qui est micro-organismes et produits microbiens. Donc cette matière organique, elle est souvent non reconnaissable. Elle est de couleur sombre et elle s'associe avec les argiles, avec les oxydes. Et donc, c'est le noir du sol, on peut dire rapidement. Donc, cette matière organique, elle est composée de 50 à 60% de carbone. Et c'est un mélange hétérogène et assez complexe. Donc, on voit que c'est des débris végétaux qu'on peut plus ou moins reconnaître. Ici, c'est une photo au microscope électronique où on voit encore les cellules des végétaux sur ces débris. Donc ça, c'est la partie verte du camembert qui va se construire au fur et à mesure. Les organismes vivants, alors oui, il y en a, c'est ce que Jérôme va vous parler tout à l'heure, mais ça représente assez peu en pourcentage pour la matière organique. La grosse partie de la matière organique du sol, c'est justement cette matière qu'on ne reconnaît pas à l'œil nu, cette matière qui est associée aux minéraux. C'est un peu ce dont a parlé Clara tout à l'heure avec le complexe argilo-humique, qu'on peut appeler argilo-humique. Et donc ici, là, c'est pour montrer qu'on ne voit pas grand-chose. Et puis après, quand on regarde en microscopie électronique, on peut voir ici une colonie de cellules qui est enchâssée dans une gangue d'argile. Donc là, il y a bien association de cette matière organique avec des argiles. Et puis ici, c'est une photo où on voit là des petits feuillets d'argile et puis de la matière organique qu'on peut appeler colloïdale ou enfin qu'on ne reconnaît pas en fait, qui est collée ou très associée très fortement aux minéraux. Puis après, il reste d'autres formes de matière organique dont on va vous parler aussi aujourd'hui avec les biochars. Donc, ça peut être une partie donc de charbon et puis un petit peu aussi de matière organique soluble. Donc, on voit ce qu'on appelle matière organique. En fait, c'est un ensemble de choses qui est très hétérogène et qui est tout ça mélangé dans les sols qu'on reconnaît plus ou moins bien. Alors, comme cette matière organique, 50% c'est du carbone, souvent on fait l'amalgame, on dit matière organique, carbone du sol. Et tout ça, on utilise, et moi la première, souvent un mot pour un autre, en disant que comme il y a 50 à 60% du carbone dans la matière organique, bon, bah, c'est globalement la même chose. Alors, comme ici, c'est une intervention pour des gens qui vivent en Occitanie, on sait très bien qu'ici, carbone, ça ne veut pas dire matière organique, parce qu'il y a une grande partie de nos sols qui sont des sols calcaires. Et donc, dans les sols calcaires, le carbone du sol, c'est du carbone organique, bien sûr, de la matière organique, comme ailleurs. On n'est pas non plus trop exceptionnel. Mais aussi du carbone inorganique, c'est-à-dire du calcaire, très souvent de la calcite, ça peut être de la dolomite aussi, ça dépend des sols, mais généralement, c'est de la calcite. Et donc, sur ce schéma-là de la France, du Gisol, on voit que dans nos régions, on peut avoir des taux de calcaire très élevés et en pourcentage de carbone, ça peut représenter de 3 à 6% du carbone total du sol, enfin 3 à 6% du carbone, oui, qui est du calcaire. Donc, chez nous, on ne peut pas faire l'amalgame carbone du sol égale matière organique. Il faut mesurer bien les deux séparément. Donc, comme l'a dit Clara tout à l'heure, la matière organique, elle apporte plusieurs fonctions dans les sols. C'est une réserve de nutriments pour les plantes et les organismes du sol, une réserve d'énergie pour les organismes du sol. Elle participe à la formation et la stabilisation des agrégats. Elle permet de décomposer et d'attraper des différents produits dans les sols. Et puis, elle peut être une source ou un puits de gaz à effet de serre. Donc, face à ces fonctions, ça nous apporte différents services écosystémiques,
dont a parlé Clara, comme la fertilité chimique du sol, aussi la régulation des organismes du sol, la biodiversité, la régulation des flux d'eau, ça on va en parler un petit peu, mais aussi la détoxification de certains polluants. Et puis, elle participe à la régulation de la composition de l'atmosphère en CO2 et donc elle a un impact aussi sur le climat. Donc, pour illustrer ce tableau, quelques petits éléments. Donc, les matières organiques, c'est une ressource énergétique et donc c'est un support de la vie des sols. Mais ça, c'est surtout Jérôme qui va vous en parler en fin d'après-midi. Donc, on ne va pas dévoiler son sujet. La matière organique, c'est aussi une réserve de nutriments pour les plantes, puisque cette matière organique, elle est intéressante dans les sols, non seulement parce qu'elle est là, mais aussi parce qu'elle se décompose. Il ne suffit pas d'enrichir son sol en matière organique et puis que la matière organique, elle reste là sans rien faire. Il faut qu'elle soit décomposée par les organismes vivants du sol qui vont recycler finalement les nutriments de cette matière organique sous forme de nutriments disponibles pour la croissance des plantes. La matière organique, elle favorise aussi la structure du sol. Comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, elle permet d'agréger les différentes particules du sol entre elles sous forme d'agrégats. Et donc ce graphique nous montre que plus la teneur en carbone organique d'un sol est élevée et plus les agrégats sont stables. Là, ce sont des agrégats qui ont été testés par rapport à l'eau, à la force de l'eau ou d'autres liquides. Et donc ces agrégats stables, c'est-à-dire ils ne vont pas s'éclater dans l'eau, ils vont résister plus à l'érosion. Et donc, ces agrégats stables sont plus nombreux lorsque la teneur en carbone organique du sol est importante. Là, la matière organique, elle est importante en tant que stock. Il faut mieux en avoir le plus possible et qu'elle reste là pour limiter l'érosion. Ici, c'est un exemple, c'est un schéma qui montre à peu près la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire que quand on a une teneur insuffisante en matière organique, on a une faible stabilité structurale, c'est-à-dire que ces agrégats, ils ne sont pas assez forts pour résister à la désagrégation liée à la force des gouttes de pluie sur le sol. Et donc, il peut soit se produire un colmatage et un crottage, et donc on voit ces flaques sur les parcelles, l'infiltration est réduite, donc ces flaques, et il y a aussi entraînement des particules et érosion des sols. Donc ça, c'est quand la teneur est insuffisante en matière organique. Donc enrichir son sol en matière organique permettrait de limiter ces désagréments de l'érosion des sols. Donc maintenant, est-ce que la matière organique, elle a un rôle aussi positif sur la réserve en eau ? Donc comme on a vu que la matière organique, elle avait un rôle sur la structure du sol et sur l'infiltration, on peut se demander si elle va avoir un rôle sur la réserve en eau du sol, sur la capacité de rétention de l'eau du sol. Donc ici, c'est une étude qui a été réalisée où on a 3 types de sols différents, de différentes textures, sableuse, moyenne et argileuse. Et on voit ici, alors on a mesuré la teneur en eau pour différentes pressions du sol. Donc, si on applique une très forte pression au sol, on va avoir un sol où toute l'eau va partir, où on va avoir de l'eau fortement liée, c'est-à-dire de l'eau qui ne sera pas disponible pour les plantes. Et avec une pression plus faible, on va simuler la capacité au champ, c'est-à-dire l'eau qui va être retenue par les sols, mais qui sera quand même disponible pour les plantes. Et donc la différence entre ces deux courbes, entre le point de fraîchissement et la capacité au champ, c'est la réserve utile. C'est la réserve en eau du sol, la réserve utile en eau. Et donc on voit sur ce graphique-là qu'en tout cas pour la texture sableuse, pour des teneurs en matière organique faibles, on a une faible réserve en eau, alors que pour une teneur en matière organique plus élevée, on a une réserve en eau utile du sol plus forte. Donc l'augmentation de la matière organique, il semblerait qu'elle a un effet variable sur le stockage de l'eau dans le sol, selon la texture, puisque
cet effet positif de la matière organique, on ne le voit pas sur des sols à texture moyenne ou argileuse. Et selon la teneur, enfin, elle dépend de la teneur en carbone du sol initial. Bon, alors ça, c'est une étude, mais en fait, il y a très peu d'études qui ont étudié ce rôle de la matière organique sur la réserve en eau du sol. Donc, ça serait quelque chose qui serait intéressant de refaire et pour d'autres types de sols. Donc, vu que la matière organique, comme on avait avec Lara, elle a un rôle sur le complexe argilo-humique, ça c'est le même petit dessin que avait montré Clara tout à l'heure. Elle a un rôle sur la biodiversité du sol puisque c'est une ressource énergétique et elle a un rôle sur la structure du sol. On peut se dire, elle va forcément augmenter la fertilité du sol. Donc, il y a assez peu d'études aussi qui le montrent vraiment clairement. Donc ça, c'est une étude chinoise qui montre que effectivement, plus la teneur en carbone organique est élevée et plus les rendements des cultures sont élevés. Bon, ok, il y a une relation positive, mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que la variabilité autour de cette relation positive, elle est aussi assez forte. Donc c'est un élément important, mais ce n'est pas le seul. Et ici, c'est la même étude chinoise et une autre qui montre, et c'est là où on a un rôle sur la résilience, qui montre qu'effectivement, plus le stock de carbone du sol augmente et plus le rendement augmente. C'est un des rendements relatifs, donc plus ça augmente, mais au bout d'un certain temps, finalement, il semble qu'il y a un palier, mais dans cette étude-là, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les variations de rendement entre différentes années diminuent avec le stock de carbone. Ça veut dire que finalement, cette variabilité forte qu'on le voit, la variabilité interannuelle qu'on voit qui peut être très forte entre deux différentes années, elle diminue lorsque la teneur en matière organique augmente. Donc, on a vu que les stocks et les flux de matière organique fournissent de nombreux services écosystémiques. Ici, c'est juste parce que les photos sont jolies et vous rappellent que la matière organique, elle est quand même essentielle à tous les services écosystémiques du sol, que ce soit la biodiversité, la rétention de polluants, euh, la, la lutte contre l'érosion, le changement climatique et effectivement la production alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne teneur en matière organique? Ça, c'est une question qui est très difficile de répondre. Et puis alors, comme je suis chercheur, moi, je vais dire toujours ça dépend. Parce que finalement, on voit sur cette photo, sur cette illustration qui est aussi issue du GISOL, que les stocks de carbone organique dans les sols sont très variables selon les types de sols. Ici, c'est une illustration de la FAO qui montre à quelle échelle mondiale, ces stocks peuvent être très importants, peuvent être très variés. Ils varient sur les 30 premiers centimètres du sol entre 2 à 200 tonnes de carbone à l'hectare. Donc, une bonne teneur en matière organique, ça ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu. Il faut vraiment le relier au type de sol qu'on a. C'est un peu aussi ce que nous a expliqué Clara tout à l'heure. En tout cas, en France, si on veut retenir une valeur, c'est que le stock moyen pour les 30 premiers centimètres du sol, c'est 50 tonnes de carbone à l'hectare sur ces 30 premiers centimètres. Alors pour les sols viticoles français, c'est moins, c'est 34 tonnes de carbone à l'hectare. Et en région Occitanie, ce n'est plus que 20 tonnes de carbone à l'hectare. Donc ça donne une idée des valeurs globales, enfin moyennes que l'on peut rencontrer chez nous. Alors, qu'est-ce qui détermine cette teneur en matière organique ou en carbone organique des sols? Donc, c'est en premier lieu, c'est la texture. Donc, bon, là, c'est un petit peu compliqué à comprendre ce graphique parce qu'en plus, les couleurs sont inverses à la diapo précédente. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a d'argile, plus il est possible d'associer cette matière organique aux argiles. C'est l'image que je vous avais montrée tout à l'heure. On a vu que la matière organique,
elle était essentiellement liée aux minéraux du sol. Donc, plus il y a de minéraux fins qui peuvent associer cette matière organique, et donc plus la teneur en matière organique du sol sera élevée. Et puis en plus, une fois que cette matière organique elle est associée à ces éléments fins, le turnover ou le taux de renouvellement de la matière organique, il est plus lent. Donc c'est pour ça que finalement, plus le sol est argileux et plus il y a de carbone organique dans les sols. C'est ce que montre ce graphique. Plus il y a de teneur en argile et en limon fin élevée dans un sol, et plus la teneur en carbone organique est élevée. Ici, ces points qui sont au-dessus, là, c'est des sols jeunes et volcaniques. Donc, ce n'est pas des sols qu'on rencontre chez nous, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas que les argiles qui peuvent maintenir du carbone dans les sols. Ça, c'est pour vous rappeler les stocks de carbone moyens que l'on trouve dans les sols. C'est une étude qui a été réalisée il y a déjà 10 ans par l'ADEME et qui montre que l'usage et l'occupation des sols, il n'y a pas que la texture, joue aussi sur les taux de carbone dans les sols. Et donc, on voit et on s'imagine assez facilement que dans les prairies et les forêts, on a des stocks de carbone de 80 tonnes de carbone par hectare à peu près, et que dans les vignes, on est plutôt à 35. Donc, quels sont les itinéraires techniques sous vigne favorables au stock de carbone? En gros, c'est tout ce qui fait qu'on ajoute de la matière organique au sol. Donc ici, c'est un cycle du carbone assez simplifié. Donc si on veut augmenter ce stock de carbone dans les sols, il faut augmenter tous les flux entrants, c'est-à-dire la production primaire, et puis en revanche, limiter toutes les fuites de carbone de la parcelle, donc par exemple l'érosion avec l'enherbement. On peut aussi fertiliser avec des apports exogènes de matière organique. Ça aussi, ça va forcément augmenter le stock de carbone du sol. Et puis éviter les exportations comme les produits de la taille pour toujours favoriser les entrées de carbone dans les sols. Mais toutes les entrées de carbone ne se valent pas. Et ce graphique montre qu'effectivement, il y a des études qui ont été réalisées qui ont montré que les entrées de carbone par voie racinaire sont plus efficaces que les entrées de carbone par voie aérienne pour augmenter le stock du carbone du sol. Comment mesurer ces teneurs en carbone des sols? Donc, comme le temps file, je vais aller assez vite. Donc, il existe plusieurs méthodes. Comme je le disais tout à l'heure, dans les sols calcaires, il ne faut pas mesurer le carbone total pour se dire qu'on a mesuré le carbone organique. Donc, soit on prend une méthode directe qui va, par voie chimique, par extraction chimique, qui va mesurer le carbone organique, soit on mesure le carbone total et puis ensuite on va mesurer la teneur en carbone inorganique et par différence, on aura le taux de carbone organique. Soit au lieu de mesurer le carbone total, on fait un pré-traitement de son échantillon pour éliminer une des formes de carbone et ainsi mesurer l'autre. Donc souvent, on élimine le calcaire avec de l'acide chlorhydrique ou de l'acide phosphorique et ensuite, on peut mesurer le carbone total du sol puisqu'on n'a plus de calcaire et donc on aura le carbone organique. Une autre façon, c'est d'éliminer la matière organique pour mesurer les calcaires. Après, il existe, en ce moment, on essaye de développer des méthodes de mesure plus directes et moins compliquées que tous ces pré-traitements à faire. Et on utilise des rampes thermiques de température de façon à pouvoir mesurer pour les plus faibles températures le carbone organique et par les plus hautes températures le carbone inorganique. Il existe aussi des méthodes indirectes de mesure du carbone du sol, comme la spectrométrie infrarouge, mais on n'a pas le temps d'en parler. La télédétection, quand on veut avoir des choses plus générales sur un territoire donné, et aussi la modélisation, et c'est ce dont va vous parler Laure Gontier la semaine prochaine.
En conclusion, les matières organiques, elles sont essentielles au fonctionnement des sols. Elles ont un impact sur la résilience, comme on l'a vu, et comme vous le savez déjà, puisque vous aviez répondu à 94% que la matière organique, c'était la clé. Et il reste encore de la recherche à faire sur la dynamique des matières organiques et notamment sur les sols calcaires, puisqu'avec ces deux formes de carbone, c'est des sols qui ont été très peu étudiés d'un point de vue recherche sur les spécificités de ces sols-là. Il faut avoir des données sur le long terme et ensuite donner du pouvoir à ces données, c'est-à-dire avec des modèles et calculer des indicateurs dont on va vous parler prochainement. Et voilà. Merci beaucoup, Tiffaine, pour cette intervention ultra complète qui nous a permis de bien mettre en évidence le lien entre matière organique et résilience de nos sols. Vous avez cité une multitude d'exemples. Je reprends le support de vie du sol, réserve de nutriments, structure et bien d'autres. Et ce que je vous propose, c'est de passer directement à un exemple de matière organique. Un exemple qui est parfois décrit comme la solution un peu miracle au changement climatique. À tort ou à raison, c'est ce que nous allons voir avec l'intervention de Nicolas Dubreuil du Civambio 66 qui est en train de projeter son écran. Juste avant qu'il démarre, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet en haut Q&R pour questions et réponses. Et je vous demanderai de bien reposer le contexte de votre question, notamment la slide, par exemple, à laquelle vous faites référence pour que nous, derrière, on puisse se repérer un peu plus facilement. Merci beaucoup et à toi, Nicolas. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Ok. Et bien, Nicolas Dubreuil, du coup, du Civambio des Pyrénées-Orientales, l'association des producteurs bio là, dans le département des Pyrénées-Orientales. Je travaille essentiellement sur des sujets de fertilité des sols et de résilience du vignoble. Et ça fait depuis 2021 qu'on commence à regarder des choses sur le biochar. Donc avant d'aller plus loin, on va essayer de définir ce qu'est le biochar, et on devrait peut-être même parler des biochars. C'est fait à partir d'une pyrolyse de matière organique dans un environnement qui est pauvre en oxygène. Donc l'idée c'est de pas de faire de la cendre, mais de garder ce carbone pour en faire un carbone très stable. Et on peut utiliser plein de types de matières organiques différentes, mais les plus fréquemment utilisées, c'est quand même des bois, des plaquettes de bois ou des mares de raisin, par exemple. Alors, on lui prête tout un tas de vertus à ce biochar, d'améliorer la structure du sol, de stocker du carbone, de dépolluer les sols, d'augmenter la capacité de rétention en eau du sol. Et c'est ce paramètre-là qui nous intéresse principalement et que je vais vous présenter aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une situation de sécheresse assez historique. Juste quand même pour... j'ai le petit truc qui vient. Hop, juste pour vous préciser que c'est une pratique qui est assez ancestrale. On retrouve des traces de biochar en Amazonie, là, dans ce qu'on appelle la terra preta, où ils mélangeaient du charbon avec d'autres types de matières. Aujourd'hui, on peut le faire d'une manière assez industrielle, avec des fours à charbon de bois, tout simplement, ou de manière un peu plus artisanale, comme vous le voyez sur la photo, là, avec des petits fours artisanaux qui sont présents sur certaines exploitations viticoles, où on peut mettre par exemple les souches qu'on a arrachées sur l'année en cours. Il ne passe plus la diapo. Si. Alors, comment on en est venu à s'intéresser au biochar? C'est Jean-Christophe Ayan là, de l'IFV qui a coordonné un gros projet Vinichar en 2017 et 2018 et qui avait vu des résultats assez intéressants sur les parcelles qui étaient sujettes à un stress hydrique. Là, vous en avez une illustration avec les potentiels hydriques foliaires de base. Où on voit que les modalités en rouge et en orange avaient des potentiels de base bien meilleurs, enfin qui étaient moins stressés. Ça n'a pas été le cas sur les parcelles qui n'avaient pas de stress hydrique. Et pour le coup, c'était quand même corrélé là avec plein d'autres indicateurs, enfin tous les indicateurs un peu classiques qu'on a sur le stress hydrique, à savoir les APEX, le delta C13, le poids de 200B. Enfin, voilà, tous les critères étaient quand même dans le vert par rapport à ce biochar. C'est un projet qui a malheureusement duré que 2 ans, mais avec des résultats qui étaient assez prometteurs.
Donc nous, on a commencé à discuter de ça dans le groupe de vignerons qu'on anime. Et en 2021, à l'automne 2021, on a mis en place des petits essais sur des parcelles qui ne sont pas plantées, avec du biochar qu'on a comparé à un témoin et à d'autres amendements minéraux, là en l'occurrence. Et on a regardé ça avec des tensiomètres à 45 cm de profondeur. Là, vous avez une représentation de ces résultats. Hein. Globalement, là, quand on est à 0 centibar, on est sur un sol qui est saturé en eau. Et quand on est à 200 centibars, on est sur un sol qui est au point de flétrissement. Donc la vigne est encore capable d'aller chercher de l'eau au-delà de 200 centibars. On a fait des mesures en étuve, on est aux alentours de 0,5 à 0,8% d'humidité dans le sol. Donc on commence quand même à rentrer dans le dur du coup hein, par rapport aux 25% de réserve utile que Clara nous a présenté tout à l'heure, quoi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur une bonne partie de la campagne, on a quand même le biochar qui était relativement plus humide, qui s'asséchait moins rapidement que les autres modalités. Et on avait un phénomène de réhumectation en courant de l'été, avec des toutes petites pluies, qui étaient quand même assez intéressants et qu'on avait rarement vu avec des tensiomètres. Ça va être un peu pénible la petite fenêtre. Et on l'a observé du coup ça sur 2 parcelles en 2022. En 2023, on a fait le même dispositif avec des sondes du coup à 25 cm et à 45 cm. Et là, l'effet était beaucoup plus spectaculaire sur un millésime qui était beaucoup plus contraint en eau. Et vous voyez là, hein, par exemple, là on a la courbe du biochar à 45 cm. Là, on a le témoin à 45 cm. Donc, on avait vraiment des différences d'humidité très très fortes et vraiment sur toute la période du printemps qui est vraiment cruciale en vigne, quoi. Même tendance sur l'autre parcelle avec globalement, hein, quand on compare les différents horizons, des humidités au niveau du sol avec le biochar qui étaient beaucoup plus importantes. Donc ça nous a pas mal intrigué. On a décidé à l'automne 2022 de lancer des essais sur vigne. Donc là sur un grenache qui est du côté d'Espira-de-l'Agly, sur une zone qui est très 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 sujette à la sécheresse là depuis 2-3 ans et qui a beaucoup souffert. Donc là, on a fait un essai en amendant avec l'équivalent de 2 tonnes de biochar par hectare. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le très concret et très pragmatique pour répondre à ta question, Emma. C'est pas miraculeux. Voilà, vous avez l'évolution des rendements entre 2023 et 2024. On a une baisse de rendement assez conséquente en 2024, mais comme sur tout le secteur concerné là, hein, mais qui est principalement dû à des très très mauvaises sorties. En tout cas, notre biochar n'a pas permis d'avoir de meilleures sorties à l'année N+2, quoi. Donc là, on cumule cette année avec des rendements qui sont autour d'un kilo par pied, quoi. On observe quand même quelques tendances intéressantes. On a remis des tensiomètres sur cette parcelle là en 2023. Bon, c'est encore une fois là la modalité avec biochar, avec nos 2 tonnes de biochar, qui est plus humide. Significativement plus humide et voilà, on a quand même toute la fin de campagne, on a encore de l'humidité dans le sol, alors que sur les autres modalités, on n'a plus du tout d'humidité. Le seul indicateur avec lequel on a réussi à le corréler sur la vigne, c'est le poids de 200B, où on a un poids de 200B qui est sur les 2 années, là en rouge, un petit peu plus élevé. On a environ à 30 grammes de plus là sur les 200B. C'est pas énorme, ça se voyait pas visuellement, mais pour le coup, on va voir que c'est quand même le cas sur la majorité des parcelles qu'on a suivies. Une deuxième parcelle qui est là pour le coup dans la plaine d'Estagel, où on a amendé avec le même produit à 2 tonnes par hectare. Là, donc vous avez une idée là, de ce que ça représente sur la photo à gauche. On avait fait un T0 sur cette parcelle, donc des rendements qui étaient relativement homogènes en 2022. Et là, pour le coup, en 2023, on avait observé un impact qui était assez net. On avait en moyenne 600 à 800 grammes de plus de raisin par pied. Et en fait, visuellement, il y avait vraiment un impact qui semblait assez fort. Hein. Là, je vous ai mis les caisses où on avait récolté le raisin avec la modalité biochar et en dessous la modalité témoin. On avait des baies qui étaient beaucoup plus grosses, plus fermes, moins flétries. Et en fait, c'était quand même assez parlant même au moment de la récolte. Encore une fois, malheureusement, rien de miraculeux. En 2024, on a des rendements qui chutent, mais encore une fois, comme sur l'ensemble du secteur là-bas, avec des rendements qui sont autour de 2 kg à 2,5 kg. Et là, pour le coup, c'est le témoin qui est le plus chargé cette année. On observe quand même des choses
encore intéressantes au niveau du sol. Là, on a fait des tests d'infiltration de l'eau, par exemple. On infiltre 3 fois plus vite l'eau en mélangeant du coup là, une couverture végétale et un biochar par rapport à un témoin. Pour vous donner une idée, une illustration, là, en gros, on simule des lames d'eau de 10 mm. Là, on a fait 4 lames d'eau de 10 mm, donc 40 mm, et le sol sature. Alors que là, au bout de 10 lames d'eau de 10 mm, le sol n'était toujours pas saturé. Donc voilà, il y a un impact quand même réel, et pour le coup, on voit la différence. Ce n'est pas que l'effet engrais vert, puisqu'on a quand même a priori un effet supérieur avec l'engrais vert seul, quoi. Idem pour la modalité, pour le poids de 200B, on n'avait pas vu de différence en 2023, puisque l'irrigation avait fonctionné là pour le coup tout au long de la campagne. Et cette année, ce qui est intéressant, c'est que l'irrigation s'est stoppée fin juillet, puisqu'il y avait des problèmes de pression là, sur l'irrigation sur cette parcelle. Et on a vu un poids de 200B là vraiment très significativement supérieur sur la modalité biochar. Et là, visuellement, c'était vraiment parlant. Donc on a l'impression qu'en fait que l'eau d'irrigation qui a été jusqu'à fin juillet a vraiment permis, le biochar a permis de mieux la conserver dans les baies jusqu'à la récolte fin août, quoi. On a lancé un 3e essai aussi fin 2021, où là on a couplé le biochar avec du compost, où en fait on a simulé plusieurs apports de 20 tonnes de matière organique. Là on n'a vraiment vu aucun résultat significatif sur cette parcelle qui est dans les aspres, notamment sur la vigne. Seul petit indicateur qui bouge toujours, c'est au niveau des tensiomètres, où sur une partie de la campagne, on voit un sol qui est quand même beaucoup plus humide, notamment au moment de la mise en réserve. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup moins probant sur cette parcelle. Donc voilà un peu, si j'essaie de faire une synthèse de ça, ce qu'on observe quand même, bon, sur l'humidité du sol, hein, là c'est clairement depuis 3 ans, on le voit et c'est assez net. Sur la vigne, c'est beaucoup plus compliqué et il y a évidemment plein de paramètres qui rentrent en compte dans le rendement. Mais sur le poids de 200B, on a quand même une tendance qui se dessine avec un poids de 200B plus important, sauf sur la dernière parcelle dont je viens de vous parler, qui était pour le coup couplée avec du compost. Et puis sur les azotes assimilables, on a quand même à chaque fois des azotes assimilables qui sont un petit peu plus hauts avec le biochar. Et notamment, si on s'affranchit de l'effet de concentration avec les différences de poids de 200B, si on prend la quantité d'azote qu'on a dans une baie, c'est quasiment systématiquement plus important sur la modalité biochar, quoi. Donc voilà, en conclusion, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire, hein, le biochar seul ne sauvera pas la viticulture. Voilà, sur 2 ans, on n'a pas un effet net sur les rendements. On n'a rien observé au niveau des mises en réserve ou sur les analyses de sarment. Sur le nombre de grappes à N+1, on n'a pas observé de choses non plus. Sur les dynamiques d'APEX, pas de différence significative non plus. Par contre, on a quand même quelques signaux positifs sur l'infiltration de l'eau. Sur la rétention en eau, ça c'est une certitude. Sur le poids de 200B, ça semble quand même se confirmer, mais ça demanderait à avoir un peu plus d'analyse là-dessus. Puis sur les azotes assimilables également. Il y a quand même tout un tas de questions qui se posent. Comment on utilise ce biochar? Est-ce qu'on le couple avec d'autres amendements? Je pense à du compost, je pense à des couverts végétaux. Et quelle est la synergie entre ces différentes pratiques? Et puis comment on épanse ce biochar? Parce que si l'effet sur l'humidité du sol se vérifie, il faut vraiment faire attention de ne pas freiner l'exploration racinaire de la vigne et peut-être plus l'épandre en plein qu'en localisé comme on l'a fait et comme c'est souvent préconisé. Donc voilà, encore pas mal de questions à se poser là-dessus, et ça tombe bien, il y a énormément de gens qui travaillent sur le sujet, notamment récemment, là, qui ont lancé des essais. Je pense aux collègues des Civamio là en Occitanie, à la Chambre d'agriculture du 34, à différents GI2E, et même différents domaines qui s'emparent carrément du sujet en interne pour faire des essais. Voilà. Donc il y a plusieurs signaux bien intéressants sur ce biochar, mais ça demande encore de creuser la question. J'espère que j'ai tenu à peu près le timing. C'était parfait, Nicolas. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous montre bien du coup tous ces signaux positifs du biochar, tout en nous montrant aussi que ce n'est pas une solution miracle et qu'il y a peut-être des combinaisons de leviers à tester dans le futur. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Clara, Tiffaine, Nicolas et bientôt Jérôme dans l'onglet Q&R, questions et réponses que vous avez en haut de votre écran.
Et on passe à l'intervention suivante, qui est celle de Jérôme Corté, professeur au département de biologie, écologie et environnement de l'université Paul Valéry III et Montpellier 3, et qui va nous parler d'une présence essentielle pour la fertilité de nos sols, celle de la biodiversité. Et à vous, Jérôme, votre écran est bien projeté. Il faut juste allumer votre micro et on sera bon. On n'a plus l'écran pour le coup. C'est bon. Parfait. Bonsoir à toutes et tous. Merci de m'accueillir pour cette présentation. Donc, effectivement, je travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, ici à Montpellier. Et donc, je suis prof à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et je travaille donc effectivement sur la question de la biodiversité dans les sols. Donc, la biodiversité dans les sols, elle est extrêmement importante. Ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Euh, En fait, il faut considérer que tous les phylums sont ce qu'on appelle les phylums, c'est-à-dire pratiquement tous les groupes taxonomiques sont présents dans les sols, depuis les micro-organismes, donc bactéries, champignons, donc les plus petits, jusqu'aux plus grands, hein, on peut avoir des vertébrés dans les sols. Et puis en passant par d'autres groupes, donc microphones, comme par exemple les nématodes, mésophones, colamboles, acariens, on va en parler un peu plus tout à l'heure, et puis bien sûr macrophones, les plus connus, notamment les vers de terre. Alors, donc en termes de diversité, c'est relativement important, mais également en termes de quantité. 60%, il y a une étude qui est sortie l'année passée, en 2023, là. 60% de la biodiversité sur Terre se trouve dans les sols. Alors, bien entendu, ça dépend des groupes taxonomiques, hein. Si on prend, par exemple, les amphitrhéides, qui sont des petits vers, c'est essentiellement dans les sols. Si on prend les mammifères, c'est plutôt pas dans les sols. Mais au total, donc, on arrive à peu près à 60%. Donc, c'est quand même relativement énorme. Et du coup, ça nous donne une certaine responsabilité aussi en termes de conservation de la biodiversité d'un point de vue général lorsqu'on a affaire à la question des sols. Alors, la question qui se pose souvent dans les sols, c'est à quoi sert cette biodiversité? Alors, cette biodiversité, elle agit sur un certain nombre de processus dans les sols. Et ce qui est dit souvent, en fait, c'est qu'elle va exercer un certain nombre de fonctions. Et on a beaucoup d'organismes. Pourquoi? Ça permet d'avoir une certaine redondance, en fait, dite fonctionnelle dans les sols. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre d'organismes qui disparaissent, quand on a des pertes de biodiversité, ben, malgré tout, ça peut permettre de conserver certaines fonctions. Bon, donc c'est ce qui est illustré schématiquement ici. Globalement, on peut distinguer plusieurs rôles, hein, de cette biodiversité dans les sols, hein. À gauche, vous avez des jolies photos de colamboles, hein, qui sont des petits arthropodes qui vivent dans les sols. Donc on peut avoir cette classification d'organismes dans les sols, donc des ingénieurs qui vont plutôt agir sur la partie physique du sol, donc qui vont modifier notamment la structure du sol. Bah, connaissez ici dans nos contrées les vers de terre, mais ça va être aussi en partie en région méditerranéenne, notamment les diplopodes. Et puis dans des régions tropicales, ça peut être les termites, par exemple. Et puis, vous avez des organismes décomposeurs. Alors, certains ingénieurs, hein, peuvent être décomposeurs également. Et les décomposeurs vont agir plutôt sur les paramètres chimiques du sol, donc sur les questions de fertilité chimique, donc transformer la matière organique en éléments assimilables par la plante. Et puis, dans les sols, vous avez également des organismes rhizosphériques, c'est-à-dire des micro-organismes essentiellement qui vont interagir avec les végétaux. Et bien sûr, il ne faut pas considérer que le sol est complètement déconnecté, notamment au niveau de ces organismes, de tout ce qui se passe au-dessus du sol. Donc, bien sûr, vous avez des relations avec
des parties aériennes et notamment des organismes qui vivent au-dessus du sol dans la plante. Alors, comme par exemple, alors un exemple d'action sur les paramètres physiques du sol, ben, c'est bien connu, hein, ce sont les galeries qui sont formées par les vers de terre. Ici, vous avez un exemple en système prairial de galeries qui sont, donc ici, en fait, ce sont des échantillons de sol, des colonnes de sol qui ont été passées au scanner. Et on peut donc distinguer les galeries avec différents types de galeries en fonction de leur diamètre, mais on voit que ça peut représenter un réseau très dense en fait dans les sols. Et puis, j'illustrerai la partie chimique des sols en vous indiquant ben, que en fait, tous ces organismes qui vivent dans les sols vont en fait produire des déjections. Et ici, vous avez un certain nombre de déjections d'organismes qui vivent dans les sols, des acariens, des diplopodes, des isopodes, c'est-à-dire des cloportes, des larves de diptères. Et en fait, ces déjections, en fait, forment en eux-mêmes des complexes argilo-humiques, hein. Je vous réfère à ce que vous a raconté Tiffaine tout à l'heure. Voilà. Et donc, ces complexes argilo-humiques vont permettre une libération progressive des éléments fertilisants dans les sols. Alors, si on veut résumer un petit peu les questions de sémantique concernant les relations entre biodiversité et fonctionnement des sols, on dit souvent en fait que la biodiversité, elle va agir sur un certain nombre de processus dans les sols, donc des processus d'agrégation, hein, si on parle de processus plutôt physiques, ou de décomposition, si on parle plutôt sur l'aspect chimique du sol. Et ces processus vont permettre de remplir des fonctions, hein, comme par exemple le recyclage des nutriments ou le stockage de carbone dans les sols. Et ces fonctions vont ensuite apporter des services. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, par exemple, la fertilité des sols ou la question de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, donc de la régulation des stocks de carbone. Je vous ai mis une figure ici qui illustre ces différents types de services. Alors, on peut séparer les services de support, comme par exemple le cycle du nutriment, mais les services de régulation, il y a des travaux par exemple qui concernent le contrôle des ravageurs, et puis des services d'approvisionnement. Là, ça va concerner plutôt par exemple les aspects production au niveau viticole. Alors moi, je vais vous parler d'un groupe biologique que je connais plus particulièrement, ce sont les microarthropodes du sol. Donc, ce sont des organismes qui comprennent notamment les colamboles et les acariens. Donc, les colamboles sont des hexapodes, ce ne sont pas tout à fait des insectes, enfin, ce ne sont pas des insectes en fait, c'est une classe à part. Et les acariens font partie des arachnides. Donc, ce sont des organismes qui sont visibles, qui sont presque visibles à l'œil nu, si on a une bonne vue, 0,2 à 4 mm. Et on compte à peu près 8000 espèces de colamboles et 50 000 espèces d'acariens. Et ces organismes sont présents dans tous les types de sols, un peu partout dans le monde. Et on a de 10 puissance 3, c'est-à-dire grosso modo de 1000 à 100 000 individus au mètre carré. Donc, ce sont des organismes qui sont très abondants dans les sols, avec une grande diversité morphologique et également des comportements alimentaires qui sont assez variables. Et donc, ces organismes sont essentiellement présents dans les horizons organiques du sol, c'est-à-dire plutôt en surface du sol, euh, et notamment dans les 5 à 10 premiers centimètres du sol. Alors, comment est-ce qu'on va les étudier, ces organismes? Eh bien, tout simplement, on va prélever des carottes de sol et puis on va extraire ces organismes grâce à ce qu'on appelle des gradients de température, puisqu'en fait, ces organismes n'aiment pas la chaleur. Donc, en fait, on va les faire migrer grâce à un appareil qui va faire du chaud en haut et du froid en bas. On va récupérer ces organismes donc dans des flacons. On va ensuite les compter, les identifier. Et on va évaluer différents critères, comme par exemple l'abondance, c'est-à-dire le nombre d'organismes au mètre carré, par exemple, mais également le nombre d'espèces qu'on va rencontrer,
et puis différents indices qu'on va pouvoir calculer ensuite à partir de ces valeurs d'abondance et de nombre d'espèces. Donc ici, vous voyez, je vous ai mis un petit encart qui vous montre la diversité morphologique des colamboles qu'on peut rencontrer. Alors, ça fait un certain nombre d'années qu'on effectue ce travail, ce qui nous a permis d'avoir des bases de données qui deviennent relativement conséquentes en France notamment. Et ici, il y a un travail qu'on avait effectué en 2017, enfin qui est sorti en 2017, qui permet de comparer en fait les sols dans différents usages. Et c'est vrai que, bon, sans surprise, les sols forestiers sont ceux qui sont les plus riches en organismes, donc qui présentent le plus d'espèces, également des abondances les plus élevées. Et c'est vrai que les sols viticoles, bon, sont les sols. Alors, il y a une certaine variabilité, hein, bien entendu, mais on voit qu'on a une vraie différence significative et ce sont les sols qui sont souvent les plus pauvres en biodiversité sur ces organismes. Alors, on peut essayer de comprendre pourquoi. Donc, on a, depuis un certain nombre d'années, effectué plusieurs études. Ici, une des premières études qu'on a pu mener dans le Gard, donc sur notamment, c'était Éric Chantelot, mon contact à l'époque, à l'ITV à l'époque. Donc, c'était des études qui ont été menées à Rodillan avec sur la question de la gestion des adventices en milieu viticole. Et on avait comparé différents types de gestion de ces adventices avec différents types d'herbicides qui laissent ou pas pousser un peu l'herbe. Et puis de la flore spontanée, ce qu'on appelait la flore spontanée à l'époque, qui était tondue régulièrement. Et on voit que selon les pratiques, eh bien, on a un effet effectivement sur les abondances d'organismes dans les sols ou sur la diversité des organismes dans le sol. Et on voit que lorsqu'on a de la végétation, eh bien, c'est là finalement où on a les abondances les plus élevées et les diversités les plus élevées. Donc, c'est vrai que laisser un sol nu n'est pas très, très bénéfique à la biodiversité des sols. Et ça peut avoir des conséquences sur les processus de décomposition des matières organiques, puisque ces organismes, comme on a dit, vont agir sur des processus, sur la décomposition des matières organiques, hein, parce que ce n'est pas simplement la matière organique qui va influencer les organismes, c'est aussi les organismes qui vont influencer ce qu'est la matière organique, et notamment ces processus de décomposition. Et on peut voir que lorsqu'on a des pratiques comme le labour, par exemple, ici à droite, ou des sols nus, eh bien, on a des dynamiques de décomposition qui sont plus lentes que lorsque l'on a des végétations qui sont présentes sur les sols de ces vignes. Alors, on a mené également d'autres études pour savoir si des pratiques alternatives pouvaient avoir également des effets potentiellement bénéfiques sur la biodiversité des sols. Ici, c'est une étude qui a été menée sur le vignoble de Banyuls. C'est un vignoble assez contraint topographiquement parlant. Et il y avait notamment sur certaines parcelles des brebis qui étaient installées et on essayait de voir si la matière organique finalement apportée par ces brebis pouvait également favoriser la biodiversité. C'est le graphe qui vous est présenté à droite et on voit que sous les crottes des brebis, là ici en jaune, eh bien, on a des abondances en collemboles qui sont beaucoup plus importantes que sur les autres traitements. Notamment ici, à gauche, hein, ce sont des parcelles qui sont désherbées chimiquement. On voit vraiment une très nette différence. Plus récemment, on a essayé de travailler sur les questions d'enherbement depuis un certain temps. J'ai notamment beaucoup travaillé sur ces questions-là ces dernières années dans le vignoble dijonnais. Mais je n'ai pas souhaité vous présenter ces résultats qui ne sont pas encore complètement aboutis. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un effet positif de l'enherbement. Mais enherbement, ça veut dire beaucoup de choses. Et quand on se balade chez les viticulteurs, on peut voir qu'il y a plein de types d'enherbement différents.
Il y a des enherbements hivernaux, d'autres qui sont permanents, d'autres qui sont... Enfin voilà, donc c'est très très variable. Et nous, on a essayé de voir, notamment dans un projet européen là, qui était financé, quels étaient les effets d'une comparaison entre un enherbement permanent qui avait au moins 4 ans et un enherbement permanent, mais qui était beaucoup plus récent. Donc, l'ancienneté aussi de l'enherbement. Alors là, c'était intéressant parce qu'on était sur une parcelle qui était vraiment, deux parcelles qui étaient vraiment côte à côte avec des gestions d'enherbement qui étaient plus ou moins anciennes. Et on a travaillé sur la biodiversité uniquement de ceux qu'on trouve en surface. Donc là, on n'a pas travaillé sur des carottes de sol, mais sur ce qu'on appelle des pots barbeurs, donc avec la faune épigée qui va tomber dans le pot barbeur. Ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, on avait une abondance d'organismes qui était plus élevée dans un enherbement permanent ancien par rapport à un enherbement permanent récent. Et puis, alors je ne vous le montre pas sur ce graphe, mais on avait aussi un effet aussi sur ces parcelles assez important de la présence de haies, puisque ce viticulteur avait souhaité également travailler sur la question des haies. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que dans les parcelles qui étaient enherbées de façon permanente depuis beaucoup plus longtemps, depuis 4 ans, on avait également des teneurs en matière organique qui étaient beaucoup plus élevées par rapport à celles qui étaient enherbées depuis beaucoup plus récemment. On double quand même les quantités de matière organique. Mais comme l'a dit Tiffaine, la matière organique, ce n'est pas quelque chose qui est unique. On a essayé de regarder avec un collègue italien, euh, notamment ce qu'on appelle la part du carbone stable dans les sols, dans ces sols, c'est-à-dire qu'on a essayé de comparer également si cette matière organique favorisait la stabilité du carbone, en grosso modo, si c'était du carbone qui était stable. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, l'enherbement permanent favorisait également un carbone stable. On voit qu'on a, grâce à cette manip, hein, c'est une étude, bon, moi je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais c'est en LTA, en Low Temperature Hashing, donc c'est une étude qui est menée sur plusieurs heures, et on regarde à la fin comment s'est comporté finalement le carbone. Et on voit que s'il reste beaucoup de carbone à la fin, ça veut dire que le carbone finalement est très stable. Et on voit que ce carbone est stable et reste beaucoup plus important dans les parcelles enherbées depuis plus longtemps. Donc avec des différences quand même de 60% de carbone organique stable, de carbone stable pardon, dans les sols entre les deux parcelles qui ont exactement le même type de sol. Hein, on est exactement sur les mêmes types de parcelles, hein, c'est juste la question de l'enherbement qui est différente. Voilà, donc globalement, ce que je peux dire, c'est que si on regarde la biodiversité des arthropodes du sol en milieu viticole, ben, elle est quand même beaucoup plus faible par rapport à d'autres usages du sol en France, que réduire le travail du sol et augmenter les teneurs en matière organique peuvent contribuer à améliorer cette biodiversité, et que l'enherbement quand même semble être une pratique qui favorise quand même bien la biodiversité dans les sols et qui en même temps a un effet sur le carbone dans les sols, donc qui semble relativement intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention ici, quelques collègues qui ont travaillé avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, pour votre intervention qui met en évidence à la fois l'importance de la biodiversité, l'influence de nos pratiques et cette influence sur un équilibre fragile de cette biodiversité dans nos sols viticoles. Il est encore temps de poser vos questions à Jérôme dans l'onglet Q&R pour questions-réponses. Et nous allons tout de suite débuter, vu que nous avons quelques minutes de retard. On va tout de suite enchaîner avec les premières questions. Donc, je propose aux intervenants de remettre leur caméra. Et on va commencer par une question pour Clara. Une précision sur les caractéristiques de la minéralisation dans les sols sableux. Oui, alors donc par définition, les sols sableux vont plus minéraliser puisque les éléments
nutritifs qui sont du coup protégés par le complexe argilo-humique auront moins d'endroits pour se protéger puisque moins d'argile et moins de matière organique. Et également, dans les sols sableux, on a beaucoup plus de porosité, ce qui fait pénétrer l'air et la chaleur, et donc accélère aussi la minéralisation, qui peut être encore plus accélérée par le travail du sol. Voilà. Merci Clara. J'en profite aussi pour remercier tous les participants qui ont posé de nombreuses questions, très nombreuses. On ne pourra malheureusement pas toutes les poser, donc on fait au mieux pour les sélectionner, que ça parle au maximum de personnes. Ensuite, on avait une question, même deux questions pour Tiffaine. La première, c'est Tiffaine, dans votre intervention, vous nous avez dit que toutes les entrées en carbone ne se valaient pas et que les entrées de carbone par voie racinaire étaient plus efficaces. Et donc, on nous pose la question d'exemples d'apports, de pratiques qui pourraient favoriser cette entrée par voie racinaire. Est-ce que vous avez ça? Oui, l'exposé que Jérôme vient de nous présenter. L'exposé que Jérôme vient de nous présenter est une parfaite illustration de cette question-là. L'enherbement avec justement toutes les racines des herbes favorise les entrées de carbone et des entrées de carbone plus efficaces que d'autres entrées par voie aérienne uniquement. Et comme il l'a montré aussi, les haies sont aussi un bon exemple de ces entrées par voie racinaire voilà, qui sont efficaces pour stocker du carbone dans les sols. Merci beaucoup, Tiffaine. Autre question pour vous. Si le carbone inorganique est très important, un point que vous avez abordé, est-ce qu'on peut estimer une baisse du taux de carbone à l'analyse de sol d'environ 5 à 6%? Comment se concrétise ce carbone inorganique? En fait, ce que je voulais montrer en parlant du carbone inorganique, c'est que généralement, on ne mesure pas. On a toujours considéré que ce carbone inorganique, il était inerte dans les sols et que c'était la part du carbone qui ne bougeait pas. Ça, c'est assez admis par tout le monde parce que c'est plus facile à comprendre. On dit c'est du caillou, c'est inerte et ça ne bouge pas. Et tout ce que l'on fait comme pratique agricole ou par pratique agricole ou quoi, on va jouer que sur le carbone organique. Et malheureusement, des études qui étudient spécifiquement le carbone inorganique et sa dynamique, parce que en fait, il n'est pas si inerte que ça, et ben en fait, on commence tout juste en fait ces études-là, et c'est les logos que j'avais mis à la fin de ma présentation, qui sont des projets européens qui enfin financent des recherches sur les sols méditerranéens et qui ont des spécificités de fait de ces deux formes de carbone. Alors, le problème de ce carbone inorganique, c'est comme c'est une grosse part de carbone, si on mesure le carbone total, si on a une petite augmentation du carbone organique et qu'on a mesuré le carbone total, il se peut qu'on ne la voit pas en fait, l'augmentation de carbone organique, parce qu'elle s'est noyée dans le reste. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire des mesures. Si on veut étudier son stock de carbone organique, de matière organique, il est important d'être sûr de la qualité de la mesure qui est faite, qu'elle ne soit pas entachée de carbone inorganique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Je pense que c'était clair. Merci Tiffaine. Question pour Nicolas maintenant sur le biochar qui a suscité un fort engouement. Est-ce que tu peux revenir sur la différence entre le biochar et les cendres? Je peux tenter. Alors pour le coup, je suis pas du tout spécialiste de la confection du biochar. J'ai utilisé des produits commerciaux et j'ai essayé de voir l'impact sur le sol et sur la vigne. De ce que j'en ai compris, et j'espère que je dirai pas de bêtises, mais n'hésitez pas à compléter, le processus de pyrolyse permet de conserver le carbone, à la différence d'une combustion où il va y avoir des cendres et il va y avoir une grosse dégradation du carbone. Donc des cendres vont être a priori beaucoup moins riches en carbone que du biochar où la majeure partie du carbone a été conservée. Et Merci, du Nicolas. coup sous une forme très, très stable.
Je pense que c'était parfait. Je vois les autres intervenants qui hochent la tête. On considère que oui, que la réponse était OK. Autre question sur ce biochar et notamment sur tes essais. Toi, est-ce qu'il y a eu enfouissement du biochar dans tes essais? Et quel compost, quand tu parles que ça a été combiné à un compost, quel compost as-tu utilisé dans tes essais? Ouais. Alors oui, ça a été enfoui. On l'a épandu au sol et ça a été enfoui avec une dent à, on va dire, 10-15 cm, un travail classique au cadre. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit un impact à 45 cm, alors que ça a été enfoui vraiment superficiellement. Et le compost, ça a été un compost fermier qui a été fait du coup sur le domaine avec du déchet vert criblé et un petit peu de fumier aussi, il me semble. Merci Nicolas. Il y avait deux autres questions. Une question sur le coût du biochar, un sujet qu'on abordera la semaine prochaine dans la deuxième partie de cette conférence, puisqu'on abordera le coût de la matière organique. Et une question sur les boues de stations d'épuration qu'on n'abordera malheureusement pas dans cette conférence, puisqu'on est dans une conférence Vitibio et que les boues de stations d'épuration sont interdites en agriculture biologique. Et ensuite, on a des questions pour Jérôme Corté. Et je vais en sélectionner quelques-unes qui viennent d'arriver. Jérôme, connaissez-vous les travaux qui étudient l'impact du cuivre sur les micro-arthropodes, un sol viticole? Ah oui, oui, Et oui. est-ce que vous avez un retour à nous faire sur cette problématique qui est une grosse problématique, un sol viticole bio? Mm. Bah oui, oui, ça c'est le problème des bio, effectivement, c'est ils n'ont pas beaucoup de levier d'action et le cuivre en fait partie. Heureusement pour eux d'ailleurs, je ne sais pas comment ils feraient sinon. Mais du coup, c'est vrai que ça a un effet, en fait, puisqu'en fait, ces organismes, notamment les collemboles, les acariens, sont fongivores en grande partie, c'est-à-dire qu'ils mangent des champignons. Donc, effectivement, quand on met du cuivre, bah, généralement, c'est souvent parce qu'on a des problèmes de champignons. Voilà. Et alors, du coup, ça a un effet négatif, hein, clairement, sur les organismes type arthropodes. Donc ça a été montré très souvent. Il y a beaucoup d'études hein, au laboratoire qui montrent ça. Et puis, oui, effectivement, des doses de cuivre. Alors, le problème du cuivre, c'est il s'accumule en fait dans les sols au fur et à mesure. Et donc, bah, plus les vignes sont anciennes, souvent, plus on a de cuivre. Donc ça, c'est aussi un problème, c'est que c'est pas une question uniquement à un moment donné, c'est une question aussi sur le long terme. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, ben voilà quoi. Globalement, il y a un effet, oui, effectivement, qui est négatif sur la faune du sol, du cuivre. Euh, voilà, donc on peut juste le constater. Merci beaucoup. Je précise juste après ça qu'on a aussi de nombreux essais qui sont, c'est une situation bien connue, notamment par les Vitibio, et qu'il y a de nombreuses techniques qui sont en train d'être testées. Je pense à la phytoextraction, mais il y en aura sûrement d'autres pour essayer de trouver des solutions à cette problématique-là. Pierre, si c'est OK pour toi, je te propose de passer à ton mot de clôture. Donc, encore une fois, je m'excuse auprès de tous les participants qui n'auront pas eu la réponse à leurs questions parce qu'il y en a eu énormément. Vous avez dans les supports les adresses mail des intervenants si vous avez vraiment besoin de votre réponse. On a fait au mieux et je donne du coup la parole à Pierre pour le mot de clôture et le mot de remerciement. Merci Emma et merci effectivement à l'ensemble des intervenants. On a tenté de faire justement des interventions qui sont liées et je pense que vous avez pu vous apercevoir justement de l'ensemble des liaisons au sein des interventions. On s'excuse de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. On y reviendra ensuite, on les notera et on reviendra vers les personnes. En résumé, moi, ce que j'ai pu retenir de cette conférence, c'est qu'il y a finalement un ratio entre la matière organique et le taux d'argile. Alors, certes, dans les sols sableux, effectivement, on a une minéralisation plus forte, donc on pourrait se poser la question s'il faut apporter plus de matière organique. Je dirais que ce qu'il faut tenir, c'est que dans tous les cas, il faut apporter de la matière organique, mais qu'en fonction des types de sols, elle sera plus ou moins efficace.
je retiendrai également que on a pu voir que la matière organique augmente la réserve en eau de notre sol. Donc, autrement dit, elle augmente finalement la taille de notre bocal, donc certains types de sols. Tiffaine l'a bien démontré et Nicolas également avec l'exemple ici du biochar. Mais un point qui me semble assez important, notamment sur cette problématique de réserve en eau, c'est que la matière organique augmente d'une part la résilience, mais surtout le remplissage de notre réservoir. J'insiste un petit peu là-dessus parce qu'il est vraiment important au regard du changement climatique, déjà d'une part de tenter d'augmenter le réservoir, je dirais en eau de nos sols, la taille du bocal, mais aussi d'arriver à le remplir pour des pluies qui pourraient être estivales et qui sont en vigne malgré tout assez importantes. Pour ce qui est des rendements, on a vu que la matière organique avec les travaux de Tiffaine, alors les travaux qui ont été effectués en Chine, malheureusement ici dans cet exemple sur des travaux en céréales, que la matière organique a un impact sur le rendement, mais également sur la variabilité des rendements. Elle stabilise les rendements, c'est pour ça que l'on parle beaucoup de résilience. Jérôme nous a montré que la vie du sol, la matière organique, la matière biologique de notre sol, par ces nombreux exemples et ces travaux, à nouveau, augmente la résilience et qu'il est important aussi d'imaginer désormais des rotations, je dirais. Alors, on ne parle pas forcément de rotation culturale en vigne, mais des types d'enherbement long terme. J'insiste un petit peu là-dessus parce que d'un point de vue d'un pédologue, la notion de temps est très importante. Alors j'ai bien conscience qu'elle est parfois décorrélée par rapport à des problématiques du quotidien, mais il faut bien garder en tête je dirais que pour le sol, il faut être patient et que ces problématiques de sol et de fertilité de nos sols ne se résoudront que sur du long terme. Un point important également qu'a démontré Jérôme, c'est la présence d'élevage. Que ce soit en culture biologique ou en conventionnel, le sujet de l'élevage est un sujet phare. Un célèbre agronome disait souvent l'élevage est un mal nécessaire. Donc je vous laisserai interpréter vous-même cette citation. Mais effectivement, l'élevage a un rôle dans nos sols viticoles et je dirais de manière générale. J'aborde ici uniquement la partie fertilité. Donc, pour conclure, je dirais que la résilience de la vie de nos sols, et je dirais même de nos exploitations viticoles, elle passe naturellement par nos sols, mais j'insiste, par la vie de nos sols. Donc, de manière générale, le sol est un pilier pour la transition agroécologique et climatique. Pour autant, je pense que vous avez vu dans l'ensemble de nos présentations aujourd'hui, l'humilité de nos présentateurs, des personnes qui ont montré leurs travaux, puisque nous connaissons effectivement une part du fonctionnement de cette fertilité, de ces fertilités. Mais pour autant, il faut rester relativement humble, parce que nous n'avons pas encore toutes les clés je dirais, de fonctionnement de ces sols-là. Je dirais en conclusion l'importance du travail en réseau. J'insiste un petit peu, et c'était l'intérêt de cette conférence en viticulture bio, c'est de travailler en réseau et de constituer, je dirais, un écosystème favorable au partage des pratiques et au partage de l'information. Notre intérêt ici était de vous partager je dirais des informations qui viennent, comme l'a dit Emma en introduction, d'instituts techniques, de la recherche, de pratiques directement sur le terrain. Et enfin, Jérôme a abordé l'intérêt du stockage du carbone dans nos sols. Donc, pour cette partie-là, nous allons... hop, je pense que vous voyez désormais mon écran. Emma, tu confirmes que vous voyez désormais le planning de la future conférence? Tu peux nous le mettre en plein écran, mais oui, on le voit. Alors, il est en plein écran. Donc, pour faire le lien avec ce qu'a dit Jérôme, la deuxième partie, donc le 17 octobre, jeudi prochain, à nouveau à la même heure, nous allons aborder le stockage du carbone dans nos sols dans un contexte de changement climatique, avec Laure Gontier. Et vous verrez que le réchauffement climatique, malheureusement, ne nous aide pas à stocker du carbone dans nos sols. Enfin, nous reviendrons un petit peu sur les apports de matière organique, d'une part dans différents contextes, mais surtout à quel prix. Parce que ça reste important, vous verrez que ce que l'on dit là est pour une partie théorique, mais finalement pour vous, viticulteurs, au quotidien, à quel prix et comment pouvons-nous, je dirais, augmenter la résilience de nos sols. Et enfin, on terminera avec une présentation de Garance Marc-Anthony, sur le vitipastoralisme comme une pratique finalement, qui est certes pour le moment à mon sens marginale, mais qui peut être également je dirais une des solutions pour la résilience de nos sols.
Donc, nous en avons terminé pour cette conférence. On espère qu'elle a répondu à certaines de vos questions et sinon, auquel cas, qu'elle vous permettra de gérer, d'une part, d'élever certaines incertitudes ou de certaines incohérences sur le sol et d'autre part, de rester optimiste justement sur les leviers que nous avons. Merci beaucoup, Pierre, pour ce mot de clôture et pour ta participation à cette conférence régionale Vitibio sur la thématique de la fertilité des sols. Je vois dans les questions qu'il y en a qui s'interrogent sur comment se procurer les supports PowerPoint. Donc, ce qui avait été dit en introduction, c'est que les supports vous seront envoyés en format PDF à l'issue du second webinaire, donc à la fin de la conférence, jeudi prochain. Voilà, un grand merci à tous les participants et à jeudi prochain. Au revoir.